Je suis en bonne compagnie de Pierre-Yves Hortmeyer, directeur général de Motorola France et Benelux. Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau de Smartech. Vous êtes un homme des télécoms et puis je dirais aussi peut-être des défis commerciaux. Vous êtes passé par Siemens, Nokia puis Microsoft en 2016. Il s'agit à chaque fois de repartir à la conquête de marchés et notamment des marchés grand public qui ne sont pas forcément les plus simples. Là, à nouveau, vous arrivez chez Motorola Mobilité en 2020. Vous dirigez d'abord les activités de la filiale française et puis vous êtes désormais en charge donc de tout ce marché France, Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et également des relations avec les grands opérateurs internationaux dans cette région. Donc à chaque fois, l'objectif, c'est de repartir à la conquête des marchés. Là, pour Motorola, quelle est l'ambition maintenant qu'il s'agit d'une entreprise sous la coupe de Lenovo, entreprise chinoise? Merci pour l'introduction. Donc effectivement, une vingtaine d'années à évoluer dans le secteur des télécoms, que ce soit par Nokia ou par Microsoft, et récemment intégré au groupe Lenovo pour prendre la direction de Motorola France. Donc l'ambition qui nous est fixée par le groupe est d'être numéro 3 dans 3 ans. Donc c'est une ambition qui est très récente. Parce que c'est quoi aujourd'hui Motorola? Alors je disais c'est un nom qui a résonné depuis de nombreuses années sur ce secteur, mais qu'est-ce que ça représente? Quelles sont vos positions actuelles? Alors les positions actuelles de Motorola, on a des bastions extrêmement forts de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on est numéro 3 aux États-Unis avec 10% de part de marché, et on oscille en Amérique du Sud entre la position de numéro 1, numéro 2 selon les pays. Donc voilà, on a plutôt un bastion Motorola de ce côté-là. Outre-Atlantique. Le focus maintenant depuis 2 ans a été mis sur l'Europe et en particulier sur la France, donc avec la reconstitution d'une équipe, la mise en place d'une stratégie. Parce que c'est vrai qu'on vous voyait beaucoup moins là, ces dernières années. Oui. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le poids était plutôt mis sur les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et une fois que ces régions ont été bien développées, stabilisées, on peut passer maintenant à l'Europe, à la Chine, faire en l'occurrence dans les marchés focus pour l'Europe, dont fait partie la France. On a remis... Parce qu'entre-temps, il y a plein de nouveaux acteurs qui se sont invités sur ce marché, qui ne sont pas forcément très facilement délogeables. C'est un peu la magie de ce marché, où les cartes sont redistribuées assez fréquemment depuis maintenant quelques années. Excepté sur les premières et deuxièmes places quand même. C'est ça. Mais après, moi, ayant travaillé pour des leaders, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut changer et qui peut changer très rapidement. Par exemple, un Nokia, qui a perdu toutes ses places, ou un Microsoft même, qui a dû sortir du marché. Et oui, exactement. C'était un peu le même sujet, mais... Donc voilà, donc la situation de Motorola France aujourd'hui, c'est une position de numéro 4 sur le marché français depuis notre retour il y a environ un petit peu plus de 2 ans maintenant, et une position de numéro 3 sur le secteur de l'entreprise. D'accord. On a vraiment cette double stratégie, on tire profit vraiment du savoir-faire et de la position de numéro 1 de Lenovo sur le marché du PC, que ce soit dans le grand public ou dans le secteur de l'entreprise. PC et tablette en fait, c'est ça? PC et tablette. Du côté de Lenovo PC. Ah, et donc vous avez récupéré l'activité tablette? Non, pas du tout. Non, moi je suis vraiment... Que les smartphones? Je ne m'occupe que des smartphones sous marque Motorola. D'accord. Donc il y a plusieurs franchises dans ces produits. La gamme est segmentée en 4 parties très distinctes, avec des entrées de gamme, qui sont les Moto E, ensuite le cœur de gamme, les Moto G, ce qui a vraiment fait notre succès, ce sont les produits vraiment avec lesquels on bâtit notre socle. Les premium, qui sont les Moto Edge, et les produits iconiques dont l'actualité est forte pour nous en ce moment, qui sont les Motorola Razr. Oui. Donc vous croyez vraiment au nouveau form factor du smartphone pliable? Oui, c'est vraiment un pari extrêmement fort qui est pris par l'entreprise. Aujourd'hui, on se parle de... Parce que c'est comme ça qu'on voit l'innovation, en fait. C'est ça, c'est le plus... C'est pas... Le secteur du smartphone, l'innovation était quand même un petit peu en berne. Et donc, le groupe Lenovo et Motorola misent vraiment sur le renouvellement des form factors au travers des pliables. Mais lors du CES, on a présenté aussi une preuve de concept qui est un Rollable, qui est le premier smartphone qui s'étend, dont l'écran s'étend vers le haut. On l'avait montré, on en avait parlé. Il y avait
y a un PC aussi comme ça. Enfin, c'est vraiment, voilà. Alors non, mais je dis c'est de l'innovation visible, immédiate. Oui. C'est simple à expliquer au grand public. C'est ça. Pour montrer qu'on fait des choses nouvelles. Mais est-ce qu'il y a vraiment un marché? On va se poser la question sur arrêter d'augmenter tout à l'heure. Mais là déjà, sur ces nouveaux form factors, sur ces écrans que l'on peut étendre. Alors il se vend quand même. Rabattre. Il se vend quand même en France chaque mois entre 20 000 et 30 000 unités de smartphones pliables. Donc par rapport à un marché estimé cette année entre 13 et 14 millions d'unités. C'est pas encore énorme, par contre ça commence à représenter une valeur qui est significative, et IDC nous dit que ce serait un marché qui serait multiplié par 5 à l'échéance 2026. Ouais. Donc voilà, on est vraiment... Et puis alors au-delà de l'intérêt de pouvoir plier, déplier, d'avoir un écran plus ou moins grand en fonction de nos types de besoins, ça demande un travail très important de R&D sur les écrans. Oui, exactement. Donc, on utilise une technologie qui est le plastique OLED, qui permet de plier. Il y a aussi le travail est très important sur la charnière. Il faut absolument, lorsque votre smartphone est fermé, qu'il n'y ait plus du tout d'espace entre les deux écrans pour le protéger. Donc, beaucoup moins de risques de casse. Donc, oui, c'est énorme. Mais donc, de gros investissements en R&D. Absolument. Ça veut dire que là, pour l'objectif, c'est quoi? D'être numéro 3 mondial? C'est ça, à l'échéance de 3 ans. Donc pour atteindre cet objectif, on met énormément d'investissements en R&D sur ces smartphones pliables. Sur les nouveaux form factors. Voilà, c'est une partie des investissements R&D. D'accord. En tout cas pour conquérir le marché plutôt premium. Après, évidemment, on a quand même un cœur de gamme. On a des enjeux forts pour accompagner les opérateurs sur la 5G, par exemple. Oui. Donc, on travaille beaucoup sur les appareils qui permettent de démocratiser les smartphones 5G. On a été les premiers à lancer un smartphone en dessous de 200 € qui a intégré la technologie 5G. 5G SA, donc entre guillemets la 5G standalone qui permet d'accéder au plus haut débit. On intègre aussi sur ces prix-là le eSIM, là plutôt sur des aspects éco-responsables. Voilà, c'est vraiment chaque segment entre guillemets de marché a un focus très particulier de la part de Motorola, et ça nous donne vraiment cet asset unique de couvrir le marché sur l'ensemble des segments en allant de 100 à jusqu'à 1200 €. C'est compliqué aujourd'hui de se différencier sur le secteur. Hein. Oui, c'est très difficile. Pour reconquérir des places, comment on se démarque? Comment vous pourriez qualifier la particularité justement de Motorola sur ce marché? Déjà, la marque Motorola, on se parle quand même d'une marque qui est pas loin d'avoir une centaine d'années d'histoire. Et qui a encore une notoriété, une aura extrêmement forte. Cette marque, elle fait partie des marques qui sont identifiables de façon assez unique, que ce soit visuel ou sonore. Visuel au travers du fameux Batwing, de l'aile de chauve-souris et de son logo, c'est assez unique sur le marché. De sa sonnerie, Hello Moto, qui résonne encore pour beaucoup de monde. Voilà, donc on part pas de zéro, et le consommateur s'y trompe pas. Il y a une vraie association entre la qualité des smartphones, la durabilité et ce que représente Motorola. Mais sur le positionnement, c'est-à-dire vous nous dites on fait de l'innovation avec ces smartphones pliables, et puis des prix peut-être un petit peu en dessous de ce que proposent les autres, c'est ça sur la 5G? Aujourd'hui, c'est le positionnement? En fait, aujourd'hui, on est en plein processus de démocratisation avec nos partenaires et opérateurs de la 5G. Donc, c'est important de les accompagner pour donner accès au plus grand nombre à cette technologie, mais c'est pas forcément contradictoire avec le développement de nouveaux formats. Mais il va falloir chasser les concurrents qui, eux, sont aussi chinois d'ailleurs. Hein. Oui. Donc tout le monde a un peu les mêmes stratégies, non? Alors je peux pas commenter la stratégie de mes concurrents, mais ce que je peux vous dire en l'occurrence, c'est que la stratégie pour laquelle on a opté, en l'occurrence en France, est plutôt une stratégie gagnante. Et y compris en Europe, parce qu'on est le fabricant Android qui enregistre la plus forte croissance sur ces derniers trimestres en Europe. Donc ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le portefeuille de produits trouve sa clientèle, et qu'on a retrouvé la confiance de nos partenaires distributeurs et opérateurs. Alors j'ai mentionné très rapidement votre parcours, donc vous êtes passé par des grands groupes
européen, Oui. un grand groupe américain. Alors là, vous êtes en Chine maintenant avec Lenovo. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour une entreprise chinoise? Quelle différence? Alors, en fait, Lenovo est une entreprise à capitaux chinois. C'est en revanche une entreprise qui est parfaitement internationalisée. Et la stratégie RH, en tout cas de Lenovo, c'est vraiment de confier les clés du business local aux équipes locales qui ont un pouvoir de décision proche de 100%. Donc c'est vraiment c'est extrêmement décentralisé. Et vous n'aviez pas ça, par exemple, chez Microsoft? C'était un petit peu différent. C'était un petit peu différent. Ou chez Nokia? C'était pas non. Ouais, Nokia était à l'époque était une entreprise beaucoup plus centralisée, en l'occurrence vers la Finlande, encore plus chez Microsoft. Là, on a vraiment cette latitude locale d'établir notre stratégie par pays et vraiment d'être beaucoup entre guillemets moins dépendant du siège social. Après. Motorola est une entreprise qui culturellement penche plutôt du côté des États-Unis. Notre siège est à Chicago. Donc voilà, même d'un point de vue culture... Donc vous voulez dire que vous ne ressentez pas tellement le changement culturel? Alors c'est pas qu'on le ressent pas tellement, c'est qu'on le ressent pas du tout. Pas du tout. Non, il est vraiment inexistant. Inexistant et aujourd'hui, dans une organisation telle que la nôtre qui est parfaitement internationalisée, on travaille au quotidien avec les pays de l'Est, le Brésil, les fonctions support sont un peu partout. Voilà, enfin c'est une façon, en tout cas, très agréable pour les équipes et moi d'aborder le business et de prendre nos décisions chaque minute. Ouais. Bon, j'imagine que vous avez suivi les keynotes là, récemment données par Google et par Apple. Une réaction peut-être à ce qu'ils ont présenté? Alors, même si ça se passe du côté des systèmes d'exploitation, mais en l'occurrence, la keynote de Google vous intéresse directement puisque c'est du Android que vous mettez dans vos smartphones. Alors, je pensais plutôt, mais je pense que vous allez l'aborder juste après, mais je pensais plutôt à l'annonce autour des casques. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à l'époque de Microsoft avec HoloLens. Voilà, j'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose qui avait trouvé son public côté professionnel. En revanche, voilà, je vois pas forcément encore ça fait longtemps que Microsoft est positionné sur ce marché du casque professionnel. Là, on a des annonces qui sont un petit peu entre les deux, je dirais. Mais bon. C'est ça. Parce que j'ai lu que Motorola annonçait avoir capté 20% des clients du Razer chez Apple, en fait. Ce seraient des clients qui viendraient de chez Apple directement. Alors, on sait que on capte une clientèle Apple, puisque ce format-là n'existe pas chez Apple. Après, de là à vous donner un chiffre... Oui, ce serait s'avancer un petit peu. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire. D'accord. Et comment est-ce que vous savez que ce sont, alors je ne sais pas, des gens qui attendent, c'est ça, d'autres form factors, c'est ça, en fait, principalement? Après, c'est comme ça que vous interprétez le fait qu'ils viennent de chez Apple? Qui sont à la recherche d'usages différents, qui sont peut-être à la recherche d'innovation. Là, on parle quand même d'un smartphone voilà, qui se plie en deux, qui a des taux de rafraîchissement très élevés, qui embarque la charge induction et qui est quand même très agréable à avoir dans sa poche. Et ça reste le smartphone, ou en tout cas dans cette catégorie de prix-là, un objet très statutaire. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'imagine déloger le numéro 1 ni le numéro 2 sur le marché. Apple, Samsung, c'est très compliqué aujourd'hui de les attaquer. On s'imagine, en fait, on s'imagine tout et on s'interdit rien, surtout. Ouais. Quand on voit ce qu'on a été capable de réaliser, par exemple, sur le segment entreprise, ces 3 derniers mois, en France, a passé en position numéro 3. Donc voilà, on ne regarde plus derrière nous, on regarde devant nous. Et on sait qui sont les 2 prochains et on ne s'interdit rien. Et alors, si je reviens au sujet Android, comment est-ce que vous travaillez avec Google et comment est-ce que vous vous appropriez le système d'exploitation? Alors, les versions Android qui arrivent sur les smartphones Motorola sont des versions très épurées, où il n'y a pas de surcouche. Voilà, vous avez vraiment une expérience qu'on appelle stock. Et après, la relation avec... Donc, proche de ce qu'on trouverait sur un Pixel, alors? Exactement. Ouais. Exactement. D'accord. Ça, c'est pourquoi ce choix? Il n'est pas fait à mon niveau. Mais personnellement, moi, c'est un choix que j'aime beaucoup parce que on retrouve vraiment quelque chose de très épuré, de très simple, de très accessible.
et qu'on peut customiser ou adapter à volonté. Donc, Et alors ensuite, donc, sur ces annonces qui ont été faites, qui permettent d'innover énormément sur les usages de nos smartphones, la manière dont on communique avec les autres, sur l'affichage aussi, quelles sont les technologies que vous vous appropriez, vous, pour concevoir différemment vos téléphones. Je pense en particulier aux techno immersives, on en a parlé, mais aussi à l'intelligence artificielle. On se dit, bah tiens, demain, si mon smartphone n'est plus juste un bureau que j'emmène partout, mais un véritable assistant personnel, est-ce que ça ne change pas un peu la manière dont je vais réfléchir à concevoir mon smartphone, moi, en tant que fabricant? Ça change un petit peu cette manière. Enfin, et si on parle en termes d'usage, enfin, nos smartphones premium et haut de gamme en fait, embarquent une fonction qui s'appelle Ready For, qui est une fonction en fait, qui vous permet d'utiliser votre smartphone comme un PC. Et votre smartphone se connecte sans fil à n'importe quel écran. Et donc, vous vous retrouvez avec un environnement bureau qui est adapté à cet écran avec lequel vous pouvez travailler. On en parlait précédemment. Enfin, on voit aussi ce type d'usage. On peut brancher une paire de lunettes connectées qui existent par exemple chez Lenovo et avoir un environnement bureau très, très immersif. Donc, ça fait vraiment partie des usages différents qu'on commence à développer, que ce soit pour le grand public ou pour l'entreprise d'ailleurs. Oui, alors sur l'entreprise, vous avez dit que vous étiez plutôt bien positionné. Oui. Vous avez des produits qui sont dédiés. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Alors, dans notre gamme de Motorola G, Edge, enfin, les produits sont certifiés AER, donc recommandés par Android. Mais on a lancé lors du CES cette année un produit qui s'appelle le ThinkPhone, donc, qui fait écho au ThinkPad de Lenovo et qui est vraiment la prolongation de son PC en mobilité. Donc c'est un smartphone qui est conçu pour être extrêmement robuste, avec un dos en Kevlar, un châssis en aluminium. C'est très adapté à l'entreprise, avec une suite de services et de logiciels qui embarquent du MDM, donc de la gestion à distance de flotte, tout l'écosystème de sécurité avec ThinkShield. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie extrêmement claire et précise pour adresser le marché de l'entreprise avec une gamme dédiée à ça. Et ce marché de l'entreprise, il est verrouillé ou c'est pareil, vous nous dites, oh ben non, on peut tout à fait grandir facilement sur ce marché. Aujourd'hui, qui l'occupe principalement? On retrouve aussi évidemment Apple et Samsung. C'est aussi un segment de marché qui est un petit peu duopolisé. Ouais. Et donc, pour le coup, nos partenaires, nos clients sont très contents de voir un acteur qui prend au sérieux le marché entreprise avec une stratégie adaptée, que ce soit sur les terminaux ou les services. C'est-à-dire que la frontière est tellement fine aujourd'hui entre l'utilisation perso et pro. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend un peu de la stratégie des entreprises et de quelle façon ils veulent intégrer leur flotte de téléphonie. Mais on travaille aujourd'hui avec l'ensemble des grands groupes français. Et vous nous dites qu'ils ont quand même besoin de produits spécifiques. Oui, parce qu'ils ont des usages, ils ont besoin de durabilité, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de gestion de flotte. Enfin, il y a vraiment tout un package de services et un environnement qui vient autour de ces produits qui est très important pour ces clients. Alors, on s'est intéressé au marché de manière générale. En Europe, vous prenez une partie de l'Europe avec la France et le Benelux. Il y a des grosses disparités entre ces différents marchés. Oui. En tout cas, il y a en termes de maturité pour Motorola, enfin, typiquement, je peux vous prendre le marché de la Pologne, qui est un marché qui a été focus pour Motorola quelques années avant la France. Donc, c'est un marché sur lequel... C'est un marché qui n'est pas moins concurrentiel que les autres déjà. Ouais. C'est un marché sur lequel Motorola maintenant a 12-13% de part de marché, donc est en train vraiment de se rapprocher et d'établir cette position de numéro 3. Bon, non, parce que je vous pose cette question parce que souvent on parle du marché européen comme ça, comme si c'était quelque chose de simple à attaquer, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que les marchés sont très disparates, les codes des marchés sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire que les réglementations, l'uniformisation des réglementations ne suffisent pas. Alors sur l'uniformation, sur la réglementation, là, elle est même partout. Ouais. En revanche... ça ne suffit pas pour aller adresser les marchés de manière uniforme. Ça suffit pour les adresser. Après, suivant le niveau de compétitivité du marché,
les positions des uns et des autres et le focus qui est mis ou pas par nos concurrents ou par nous, et la date à laquelle vous commencez à adresser ces marchés, voilà, vous obtenez des résultats un petit peu en avant ou un petit peu en retrait, raison pour laquelle la Pologne a déjà dépassé chez Motorola 10% de part de marché. Quand nous, Motorola France, on a commencé 2-3 ans plus tard, donc on a encore un petit peu de travail à faire pour s'en approcher, mais on s'en approche et on s'en approche très vite. Alors, on va terminer cet entretien par l'interview express, si vous voulez bien. Pierre-Yves, je vous lance sur une question très très courte. Vous pouvez répondre de manière aussi personnelle que vous le souhaitez, mais ça peut être tout à fait pro, je prends aussi. Quels sont vos rêves ? Alors mes rêves, ils sont quasi réalisés. Alors d'un point de vue personnel, parce que je suis l'heureux papa de 4 garçons. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Dont un tout petit qui a 1 mois. Ouais. Donc ça, c'est plutôt personnel. Après, mes rêves d'un point de vue professionnel, on passe beaucoup de temps avec nos équipes, avec les collaborateurs. Et moi, mon rêve, c'est de travailler dans la bienveillance, la bonne humeur, avec une équipe impliquée, passionnée. Et pour le coup, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment une très grande satisfaction. Quelle est votre inquiétude sur ce marché des smartphones ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? L'inquiétude, elle est plutôt macro et plutôt géopolitique avec l'impact que ça peut avoir sur nos marchés. Enfin, depuis le début de l'année, le marché du smartphone, c'est un marché extrêmement concurrentiel, d'une part, mais surtout, c'est un marché qui baisse beaucoup. Il y a des mois qui font pratiquement moins 20% quand même d'année en année. Donc voilà, les inquiétudes, elles sont plutôt macro, parce qu'au niveau national, on maîtrise notre business, nos produits, notre stratégie, donc notre feuille de route est extrêmement claire. Ouais. Et alors si je vous demande comme ça, c'est un exercice pas simple, mais dans 5 ans, vous le voyez comment ce marché du smartphone ? On aura des smartphones qui ressembleront à quoi, par exemple, déjà ? Alors là, pour le coup, je peux vous le dire un petit peu, parce que avec ce qu'on a lancé, en tout cas ce qu'on a montré au Mobile World Congress ou au CES avec les téléphones rollable, voilà, moi je l'imagine vraiment sur déjà des usages un petit peu différents, mais surtout des form factors très différents. On a un centre de R&D à Chicago qui s'appelle le 312 Lab, qui travaille qui a conçu ce smartphone qui se déroule, qui conçoit des projets d'écran qui se mettent autour du poignet. Voilà, j'imagine vraiment, en tout cas ce que l'entreprise imagine, c'est que la puissance de calcul soit séparée de l'afficheur. Voilà, c'est un peu la projection. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Pierre-Yves Hortmeyer, le directeur général France Benelux de Motorola, notre grand invité dans Smart Tech. Merci encore. Merci beaucoup. On marque une petite pause, puis on va s'intéresser là au marché de la réalité augmentée.